Le plancher est couvert de poussière de plâtre et de morceaux de bois. Un courant d'air froid entre par le trou béant dans le mur du salon, là où se trouvait la fenêtre qui donnait sur le jardin de maman. L'odeur de la terre mouillée et du bois scié me pique les narines. Olivier est acculé contre ce qui reste de la bibliothèque en chêne, son beau visage tordu par une panique que je n'avais jamais vue auparavant. Ses yeux, qui ont toujours su charmer et manipuler tout le monde, cherchent une sortie, une faiblesse en moi, n'importe quoi. Mais il n'y a plus rien à trouver. Je lève lentement la main, celle qui tient le petit enregistreur numérique de papa. C'est un vieux modèle, mais il fonctionne encore parfaitement. Le pouce de mon autre main caresse le bouton « Play », sentant le petit triangle en relief sous ma peau. Le son de sa respiration saccadée est la seule musique dans cette pièce démolie. Il commence à parler, un mélange de supplications et de menaces, mais les mots ne sont qu'un bruit de fond. C'est ce moment, ce silence juste avant que j'appuie, qui compte. Le moment où il comprend qu'il a perdu. Pas juste la maison, pas juste l'argent, tout. Avant que je te raconte ce qui s'est vraiment passé à cet instant où ma vie a failli s'arrêter. Commente de quelle ville tu écoutes cette histoire et abonne-toi à la chaîne, ça aide beaucoup. Maintenant, laisse-moi retourner au début. Tout a commencé dans le silence. Un silence lourd, épais, qui collait aux meubles et aux murs de la maison de mes parents à Outremont. Ça faisait à peine 3 semaines que l'enterrement avait eu lieu, mais la maison sentait déjà l'abandon. Pas le renfermer, non. C'était une odeur de vie qui s'efface. Le parfum de ma mère qui s'estompait sur son fauteuil préféré. L'odeur de pipe de mon père qui ne flottait plus dans son bureau. Chaque pièce était un mausolée, et moi, j'étais le fantôme qui y errait. Je passais mes journées assise dans le salon, à regarder la poussière danser dans les rayons de soleil qui traversaient les grandes fenêtres. Je ne pleurais pas beaucoup. Le chagrin était trop grand pour les larmes. C'était un poids dans ma poitrine, une encre qui me tirait vers le fond. J'avais 32 ans. J'étais graphiste, et tout ce qui définissait ma vie, mes parents, ma maison d'enfance, venait de disparaître. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mon frère, Olivier, a toujours été différent. Le fils en or. Charismatique, confiant, celui qui réussissait tout. Moi, j'étais la sensible, l'artiste, la rêveuse. Des mots gentils pour dire que j'étais la plus faible des deux. Il m'a appelé un mardi matin. Sa voix au téléphone était douce, pleine d'une fausse compassion que j'ai appris à reconnaître avec le temps. Il disait qu'il s'inquiétait pour moi, que je ne pouvais pas rester seule comme ça. Il a dit qu'il avait organisé une réunion de famille pour le week-end suivant. Pour discuter de la succession, pour s'assurer que tout soit fait correctement, pour me protéger. J'étais tellement anesthésiée par le deuil que je n'ai rien vu venir. J'ai simplement dit oui, bien sûr, protéger. Ce mot, dans sa bouche, aurait dû déclencher toutes les alarmes. Le jour de la réunion, la maison était pleine. Mes oncles, mes tantes, mes cousins. Ils m'ont tous serré dans leurs bras avec des regards pleins de pitié. Ils me disèrent que j'étais forte, que ça allait passer. Des mots vides qui glissaient sur moi sans me toucher. Olivier a orchestré le tout comme un maître de cérémonie. Il a servi le café, a sorti les photos de famille, a créé une atmosphère lourde de souvenirs et de tristesse partagée. Puis, il m'a demandé de monter dans ma chambre un instant. Il a dit que la discussion qui suivait serait trop technique et stressante pour moi dans mon état. Sa voix était si convaincante, si pleine de sollicitude, que même moi, j'ai presque cru qu'il voulait mon bien. Ma tante Hélène a posé une main sur mon bras et a dit « Il a raison, ma chérie. Laisse les grands s'occuper de ça. Repose-toi un peu. » J'ai hoché la tête, docilement, la fille brisée. C'était le rôle qu'on m'avait assigné toute ma vie, et ce jour-là, je l'ai joué à la perfection. Je suis montée, mais je ne suis pas allée dans ma chambre. Je me suis arrêtée en haut de l'escalier, dans la pénombre du couloir. Le plancher de bois franc craquait sous mes pieds nus. Je me suis assise sur la marche la plus haute, les genoux ramenés contre ma poitrine, et j'ai écouté. Leur voix montait jusqu'à moi, étouffée au début, puis de plus en plus claire. Et c'est la voix d'Olivier qui dominait toutes les autres. Ce n'était plus la voix douce et compatissante qu'il utilisait avec moi. C'était une voix calme, rationnelle, pleine d'autorité. Une voix qui présentait des faits. Et les faits, c'était moi. Mon instabilité, ma fragilité. Il a raconté comment je ne mangeais presque plus. Comment je passais mes journées à fixer le mur. Comment j'avais oublié de payer une facture de carte de crédit le mois dernier. Chaque détail de mon deuil, chaque moment de ma vulnérabilité, était transformé en preuve.
Preuve de mon incompétence. Preuve que j'étais en train de faire une dépression nerveuse. Il a utilisé des mots comme psychologiquement inapte, incapable de prendre des décisions éclairées. Il a peint un portrait de moi comme une enfant perdue, une femme au bord du gouffre qui avait besoin d'être sauvée d'elle-même. Et le fardeau de cette maison, de cette succession d'une valeur de presque 1 million de dollars, allait juste me pousser plus loin dans l'abîme. Il ne voulait que me protéger, vous comprenez? Prendre tout le poids sur ses épaules, pour mon bien. J'écoutais, le souffle coupé. Chaque mot était un clou qu'il enfonçait dans mon cercueil. Le pire, ce n'était pas sa trahison. Je m'y attendais, au fond. Le pire, c'était le silence des autres. Le silence, puis les murmures d'approbation. Mon oncle Robert, la grosse voix de la famille, qui disait « Olivier a raison. Éléonore n'a jamais eu la tête sur les épaules. C'est la meilleure chose à faire. » Ma tante Hélène, celle qui venait de me dire de me reposer, qui ajoutait « Pauvre petite, il faut la mettre à l'abri. C'est une bénédiction qu'elle ait un frère comme Olivier. » Un par un, ils ont tous cédé. Ils ont tous cru à son histoire. Ils ont tous signé les papiers qu'il leur a présentés. Des documents légaux qui me dépossédaient de ma moitié de la maison, de mon héritage, de mon histoire. Le son du stylo qui gratte le papier, encore et encore, résonnait dans l'escalier comme des coups de feu. Ils ne me volèrent pas seulement de l'argent. Ils me volèrent ma légitimité, ma santé mentale. Ils me déclaraient folle pour pouvoir mettre la main sur ma part. Je suis restée là, assise dans le noir, longtemps après que la dernière voiture soit partie. Je n'ai pas pleuré. La douleur était trop profonde, trop froide pour ça. C'était une rage blanche, pure, qui a commencé à brûler au fond de mon ventre. Ils pensaient que j'étais brisée. Ils pensaient que j'étais faible. Parfait. J'allais leur donner exactement ce qu'ils voulaient en voir. J'allais devenir la femme la plus brisée qu'ils aient jamais vue. C'était la seule façon. Je ne pouvais pas les combattre avec des cris et des larmes. Ils s'y attendaient. Ils l'auraient utilisé comme une autre preuve de mon instabilité. Non, j'allais les combattre avec leurs propres armes, la manipulation. Mais la mienne serait plus intelligente, plus patiente et infiniment plus dévastatrice. Quand Olivier est monté me voir, j'avais le visage d'une sainte martyre, les yeux vides, les épaules voûtées. Il m'a pris dans ses bras. Son étreinte était celle d'un serpent. « Tout va bien se passer, Léo. Je vais m'occuper de tout. » J'ai hoché la tête contre son épaule en respirant l'odeur de sa chair eau de Cologne, et pour la première fois, j'ai menti. Pas un petit mensonge, mais le premier d'une longue et méticuleuse série. J'ai joué le rôle de la petite sœur reconnaissante et perdue. Il m'a expliqué, avec des mots simples, comme si je parlais à un enfant, qu'il allait gérer la maison, que je n'avais à m'inquiéter de rien, et qu'il me donnerait un peu d'argent chaque mois pour m'aider. C'était une insulte, mais j'ai souri faiblement. « Merci, Oli. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Son visage s'est détendu. Il m'avait cru. L'idiot. Il avait tellement l'habitude que je sois la victime qu'il n'a jamais imaginé que je puisse être autre chose. Les semaines qui ont suivi, je me suis enfoncée dans mon rôle. J'ai quitté la maison familiale et je suis retournée dans mon petit appartement du plateau. Je l'ai laissé sombrer dans un désordre calculé. Des piles de vaisselle dans l'évier, des vêtements par terre. Juste assez pour que si quelqu'un venait à l'improviste, le décor corresponde à l'histoire d'Olivier. J'ai arrêté de répondre au téléphone la plupart du temps. Sur les réseaux sociaux, mes publications sont devenues rares, se limitant à quelques citations mélancoliques ou à des photos floues. Je laissais le monde extérieur voir une femme qui s'effondrait. Chaque appel manqué, chaque message ignoré était une brique de plus dans le mur de ma prétendue folie. Olivier appelait de temps en temps, pour prendre des nouvelles. Sa voix était toujours pleine de cette pitié condescendante. « Tu manges bien, Léo? Tu sors un peu? N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. » Chaque mot de sa part était comme de l'essence sur le feu qui brûlait en moi. Je le remerciais d'une voix faible, et je raccrochais. Mais la nuit, quand la ville dormait, une autre Éléonore prenait le dessus. L'appartement en désordre n'était qu'une façade. Dans mon bureau, tout était impeccable. L'Éléonore que personne ne voyait ne pleurait pas. Elle travaillait. Mon chagrin était toujours là, une douleur sourde et constante, mais il était devenu mon carburant. Je passais des heures devant mon ordinateur, non pas à travailler sur des mandats de design, mais à creuser. Je suis retournée des années en arrière, fouillant dans de vieux disques durs, des archives de courriels, des conversations sauvegardées.
Je cherchais des modèles, des preuves de la manipulation d'Olivier, de son arrogance, de son désespoir financier qu'il cachait si bien. Et j'ai commencé à trouver des courriels à notre père où il se plaignait de ses dettes, tout en se vantant de ses succès auprès du reste de la famille. Des messages à d'anciennes petites amies où il se décrivait comme le pilier d'une famille dysfonctionnelle, avec une sœur instable à sa charge. Il construisait cette narrative depuis des années. Mon effondrement n'était pas une opportunité soudaine. C'était l'aboutissement de son plan. Un soir, en cherchant dans une boîte de vieilles cassettes et de CD que j'avais récupérées de la maison, j'ai trouvé quelque chose. Un petit enregistreur numérique que notre père utilisait pour dicter des notes. Je l'ai branché, sans trop d'espoir. Il y avait des dizaines de fichiers, des listes d'épicerie, des idées de rénovation. J'ai failli l'éteindre, puis j'ai vu le dernier fichier. La date était d'environ 1 mois avant l'accident. J'ai mis mes écouteurs, j'ai fermé les yeux et j'ai appuyé sur « Play ». La voix de mon père a rempli mes oreilles, un peu fatiguée, mais claire. Ce n'était pas une note, il me parlait. Comme s'il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il parlait de la maison, de ses espoirs pour moi. Et puis il a dit la phrase. La phrase qui est devenue mon mantra, ma raison d'être. Ton frère aime l'idée de la famille, Éléonore, mais il n'y a que lui-même qui l'aime vraiment. Fais attention à toi. Ne le laisse jamais te faire croire que tu es moins que lui. J'ai écouté l'enregistrement en boucle. J'ai pleuré cette fois. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de validation. Mon père avait vu clair. Il avait su. Et il m'avait laissé une arme. Le lendemain, j'ai pris mon premier rendez-vous, pas avec un psychologue, avec un avocat. J'en ai cherché un spécialisé dans les litiges de succession, le meilleur de Montréal. Son bureau, au centre-ville, était tout en verre et en acier. Froid, impersonnel, efficace. Tout le contraire de moi, ou du moins de la personne que je prétendais être. Quand je me suis assise en face de Maître Dubois, un homme au regard perçant et au costume impeccable, j'ai laissé tomber le masque pour la première fois. Je ne lui ai pas parlé d'une voix faible et brisée. Ma voix était basse, stable, précise. Je lui ai tout raconté. La réunion de famille, les mots d'Olivier, la signature des papiers. Je lui ai montré les courriels que j'avais trouvés. Et à la fin, je lui ai fait écouter l'enregistrement de mon père. Il n'a pas sourcillé. Il a écouté, a pris des notes, et quand j'ai eu fini, il a simplement dit « Madame Bouchard, votre frère a commis une erreur monumentale. Il vous a sous-estimé, et nous allons lui faire payer pour ça. » En sortant de son bureau, l'air de la ville ne m'a jamais paru aussi frais. La partie d'échecs avait commencé, et j'étais prête à avancer mon premier pion. Avant que la maison ne devienne une carcasse silencieuse, elle respirait. Ma vie, avant, était simple, presque prévisible, et j'aimais ça. J'étais la fille qui aimait l'ordre des calques dans un fichier Photoshop, la symétrie d'une page bien conçue. Mon petit appartement sur le plateau, c'était mon sanctuaire. Il sentait le café fort le matin et l'encre de mon imprimante le soir. Je travaillais à la pige, comme graphiste, ce qui veut dire que mes collègues étaient mes 2 chats et que mes réunions se faisaient en pyjama devant mon écran. C'était une vie tranquille, tissée de petites habitudes. Le même café du coin, la même marche sur le Mont-Royal quand un projet me bloquait la tête. J'étais heureuse, je crois. Une sorte de bonheur discret, qui ne fait pas de bruit. Mes parents étaient le centre de cet univers tranquille. Chaque dimanche, sans faute, je prenais le bus pour Outremont. Entrer dans la maison familiale, c'était comme mettre un vieux chandail confortable. Ça sentait le rôti de maman et la terre humide de ses plantes. Papa était toujours dans son bureau, entouré de ses livres, mais il sortait dès qu'il m'entendait arriver. On parlait de tout et de rien. De mes contrats, de ses projets de rénovation, des derniers potins du quartier. C'étaient des moments simples, sans drame. Des moments où je me sentais complètement en sécurité, comme si rien de mal ne pouvait arriver tant que ces 4 murs étaient debout et que mes parents étaient dedans. C'était mon point d'ancrage, la certitude que peu importe les tempêtes, j'avais un port où retourner. Olivier faisait souvent partie de ces dimanches, mais son arrivée changeait toujours un peu l'atmosphère. Le volume montait d'un cran. Ses histoires étaient plus grandes, ses rires plus forts. Il parlait de ses investissements, de ses voyages d'affaires, de ses plans ambitieux. À côté de lui, ma petite vie de pigiste semblait fade, presque insignifiante. Il me demandait toujours des nouvelles de mon travail, avec un petit sourire en coin, comme on demande à un enfant s'il s'amuse bien avec ses crayons de couleur. « Alors, Léo,
Toujours en train de faire tes petits logos? Ça paye bien, au moins? Ce n'était jamais méchant, pas vraiment. C'était juste. Condescendant. Il me voyait comme la petite artiste fragile, celle qui vit dans les nuages, pendant que lui, il brassait des affaires dans le monde réel. Je ne relevais jamais. C'était plus simple de laisser couler. Mais il y avait des petits signes, des choses que je ne comprenais pas à l'époque. Parfois, je le surprenais à regarder notre père avec une sorte d'impatience, comme s'il attendait quelque chose. Une fois, je l'ai entendu au téléphone dans le couloir. Sa voix était dure, pressante. Il parlait d'argent, de délai, de solutions créatives. Quand il a vu que je l'écoutais, son visage a changé en une fraction de seconde, redevenant le grand frère charmant et souriant. Il m'a fait un clin d'œil et a dit que c'était juste le stress du travail. J'ai hoché la tête et je n'y ai plus pensé. On fait confiance à sa famille, n'est-ce pas? On ne cherche pas les fissures dans les fondations de sa propre maison. Je me souviens d'un dimanche en particulier, quelques mois avant l'accident. On était tous dans le jardin. Le soleil était doux. Olivier expliquait à mon père un projet immobilier compliqué. Il utilisait de grands mots, des graphiques sur sa tablette. Mon père l'écoutait, le front plissé, l'air un peu fatigué. À un moment, le regard de mon frère a croisé le mien par-dessus l'épaule de mon père. Il n'y avait pas de sourire, pas de chaleur. Juste un éclair de calcul, froid et rapide, comme celui d'un prédateur qui évalue sa proie. Ça n'a duré qu'un instant, puis il a souri de nouveau. Mais cette image est restée gravée en moi. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai eu un frisson bizarre, un pressentiment que le sol sous nos pieds n'était peut-être pas aussi solide que je le croyais. Mon premier pion, je l'ai avancé 2 semaines plus tard. Olivier m'a appelé un matin. Sa voix était faussement enjouée, comme s'il m'annonçait une bonne nouvelle. Il m'a dit qu'il avait commencé quelques petits travaux dans la maison et qu'il y avait des boîtes avec mes vieilles affaires d'enfance dans le passage. Il fallait que je vienne les chercher, sinon les entrepreneurs allaient tout jeter. Il n'y avait aucune question dans sa voix, juste un ordre déguisé en faveur. Je te les garderai bien, Léo, mais tu sais, pas de place. Chaque mot était choisi pour me rappeler ma situation. J'étais une invitée dans ma propre histoire, une nuisance qu'il fallait gérer. J'ai senti une boule de glace se former dans mon estomac, mais ma voix est restée faible et docile. D'accord, Oli, j'y vais cet après-midi. Quand je suis arrivée devant la maison, mon cœur s'est serré si fort que j'ai eu du mal à respirer. Il y avait une benne à ordures sur le gazon, là où maman plantait ses tulipes chaque printemps. Elle débordait de plâtre, de lattes de bois et de morceaux de papier peint que je reconnaissais. L'odeur de la poussière et du bois coupé avait remplacé le parfum des fleurs. La porte d'entrée était ouverte. J'entendais le bruit strident d'une scie électrique à l'intérieur. C'était une profanation. Je suis entrée sans frapper. Le salon était méconnaissable. Les rideaux de velours de ma mère avaient été arrachés. La bibliothèque en chêne que mon père avait construite de ses mains avait disparu. Olivier était là, au milieu du chaos, un ruban à mesurer à la main. Il m'a souri, un sourire large et satisfait. « Ah, Léo! T'en penses quoi? On ouvre l'espace. Ça va être beaucoup plus moderne. » Il n'a pas vu la haine dans mes yeux. Il n'a vu que le visage vide et triste que je lui présentais. Il m'a pointé un tas de boîtes de carton empilées près de l'escalier. « Voilà tes trésors, » a-t-il dit avec une pointe d'ironie. Mes bulletins scolaires, mes dessins d'enfants, mes photos d'adolescente. Ma vie entière, réduite à un tas de cartons encombrants. J'ai fixé les boîtes, puis j'ai regardé le mur où se trouvait la bibliothèque. Où sont les livres de papa? Ma voix a tremblé, mais pour de vrai cette fois. Le sourire d'Olivier s'est un peu effacé. Son regard est devenu dur, impatient. Léo, on ne peut pas tout garder. C'était vieux, ça prenait de la place. Je les ai donnés. Donnés, comme s'il s'agissait de vieux vêtements. Il a dû voir le choc sur mon visage parce qu'il a ajouté, sur un ton plus bas, presque menaçant, « Écoute, c'est moi qui gère ça maintenant. Tu n'es pas en état de t'en occuper. Contente-toi de prendre tes boîtes et laisse-moi faire. C'est pour ton bien. » C'était ça. La première fissure dans son masque de grand frère protecteur. Ce n'était plus de la pitié, c'était un avertissement. Une affirmation de son pouvoir. Il me disait, sans le dire, que je n'avais plus aucun droit ici, que mes souvenirs, mon chagrin, n'avaient aucune valeur face à ses plans. J'ai senti la rage monter, chaude et violente, dans ma gorge. J'avais envie de crier, de le frapper, de lui dire qu'il était un monstre, un voleur. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai baissé les yeux. J'ai hoché la tête lentement, comme une enfant qu'on vient de gronder.
J'ai pris la première boîte sur le dessus de la pile, sans même regarder ce qu'il y avait dedans. Elle était plus lourde que je pensais. D'accord, j'ai murmuré. Tu as raison, c'est juste que... C'est difficile. Je me suis retournée et je suis partie sans un mot de plus, sentant son regard satisfait planté dans mon dos. En marchant vers l'arrêt de bus, serrant cette boîte contre ma poitrine comme un bouclier, je ne sentais plus le froid de l'automne. Je ne sentais que le feu qui brûlait en moi. Il ne se contentait pas de me voler mon héritage. Il essayait d'effacer mon passé, d'effacer mes parents, pour construire son propre royaume sur leurs cendres. Il pensait m'avoir humiliée, m'avoir remise à ma place. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il n'avait pas jeté de vieux livres. Il venait de me donner une raison de me battre qui allait bien au-delà de l'argent. Il venait de transformer une question de justice en une guerre personnelle. Et dans cette guerre, je n'avais plus rien à perdre. Il avait démoli un mur dans le salon. Moi, j'allais démolir sa vie entière, brique par brique. Le plan de Maître Dubois était simple. Le laisser s'enfoncer. Chaque clou qu'Olivier plantait dans les murs de la maison était un clou de plus dans son propre cercueil juridique. On accumulait les preuves. Des photos des rénovations non autorisées, des témoignages de voisins sur le bruit et la poussière, des relevés bancaires que mon avocat avait réussi à obtenir et qui montraient qu'Olivier dépensait l'argent de la succession à une vitesse folle. Mon rôle était de rester silencieuse, de continuer à jouer la folle. C'était la partie la plus difficile. Chaque jour, je devais me retenir d'appeler, de crier, de le supplier d'arrêter de démolir notre passé. Je voyais des photos que des amis du quartier m'envoyaient discrètement. La façade changée, les arbres coupés. Chaque image était une torsion dans mon ventre, mais je tenais bon. Je me répétais que c'était un marathon, pas un sprint. La patience était mon arme la plus tranchante. L'appel est arrivé un jeudi après-midi. Le ciel était bas et gris, la couleur du béton mouillé. C'était Olivier. Sa voix était différente. Il n'y avait plus de pitié forcée. Il y avait une sorte d'excitation froide, contenue. Il m'a dit qu'il fallait que je passe à la maison, tout de suite, pour récupérer une dernière boîte, celle qui contenait les albums photos de maman. Il a dit que les ouvriers allaient tout nettoyer le lendemain matin et que ce serait ma dernière chance. Il y avait une urgence dans sa voix qui a déclenché une alarme en moi. C'était trop précis, trop soudain. Mais je ne pouvais pas refuser. Les albums photos de maman, c'était la seule chose qui comptait encore vraiment pour moi. J'ai dit que j'arrivais, ma voix un murmure cassé, exactement comme il s'y attendait. Quand je suis arrivée au bout de la rue, j'ai compris. Ce n'était pas juste des rénovations, c'était une démolition. Il y avait une petite pépine mécanique dans le jardin, là où se trouvait la balançoire de mon enfance. Le parterre de roses de maman n'était plus qu'un tas de terre retournée et de racines déchiquetées. Le mur avant du salon avait été complètement abattu, remplacé par une immense bâche en plastique qui claquait sinistrement dans le vent. L'air sentait la terre, la sueur et quelque chose d'autre, quelque chose d'irréversible. C'était l'odeur de la faim. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Je suis sortie du taxi, les jambes tremblantes, et j'ai traversé ce qui avait été notre pelouse. Olivier m'attendait sur le perron, ou ce qu'il en restait. Il ne souriait plus. Son visage était dur, triomphant. Il m'a regardé de haut en bas, comme si j'étais un insecte. « T'es venu. »« Bien. » Il n'a pas attendu de réponse. Il s'est retourné et est entré. Je l'ai suivi, marchant sur des planches de bois posées à même la terre. L'intérieur était une carcasse. Il n'y avait plus de mur au rez-de-chaussée. C'était un grand espace vide, froid et poussiéreux, ouvert aux quatre vents. Je pouvais voir directement jusqu'au fond du jardin à travers la maison. Et c'est là que je l'ai vu, le bureau de papa, ou plutôt l'endroit où il se trouvait. Le mur du fond était encore là, mais les étagères en chêne avaient été arrachées. Des centaines de livres, toute la vie de mon père, gisaient dans la boue du jardin, leurs pages gonflées par la pluie de la veille. C'était une scène de carnage, une bibliothèque éventrée. Je n'ai pas pu retenir un hoquet de désespoir. Le son a attiré l'attention d'Olivier. Il s'est retourné, un petit sourire cruel aux lèvres. « Ah, ça! Faut faire de la place pour le futur, Léo. On ne peut pas vivre dans le passé. » C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il savait. Je ne sais pas comment, mais il avait senti que quelque chose se tramait. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était une démonstration de force. Il ne se contentait pas de détruire la maison, il détruisait délibérément chaque chose qui avait de la valeur pour moi. Il me punissait. Il voulait me briser pour de vrai. Il s'est approché de moi, son ombre me recouvrant. « Tu sais, j'ai eu un appel bizarre l'autre jour.
D'un avocat. Qui prétendait te représenter? C'est drôle, non? Une fille dans ton état qui engage un avocat. Son regard était comme deux éclats de glace. La peur m'a paralysée. Il savait. Mon plan était foutu. J'étais impuissante. Complètement. Je ne pouvais rien faire. Crier n'aurait servi qu'à confirmer son histoire sur ma folie. Le frapper? Il m'aurait maîtrisée en 2 secondes et aurait appelé la police. J'étais prise au piège dans le rôle que j'avais moi-même créé. Il a vu la panique dans mes yeux et son sourire s'est élargi. Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste. Ce n'était pas la boîte d'album photo. C'était une enveloppe commerciale, blanche et fine. Puisque tu aimes tant les papiers légaux, en voilà un pour toi. Il me l'a tendu. Mes doigts étaient si engourdis par le froid et le choc que j'ai eu du mal à la prendre. Je l'ai ouverte. C'était un document officiel. Un contrat de vente, daté de la semaine précédente. Il avait vendu la maison, le terrain, tout, à un promoteur immobilier. Je l'ai regardé, incapable de comprendre. Mais tu ne peux pas. Ma voix était à peine un souffle. Il a ri. Un rire sec, sans joie. Oh, si, je peux. Légalement, je suis le seul propriétaire. Tu n'es qu'une occupante sans droit. Et parlant de ça... Il a pointé un paragraphe surligné en jaune sur le document. C'était un avis d'expulsion. J'avais 30 jours pour quitter les lieux. 30 jours avant que les bulldozers n'arrivent et n'effacent complètement la maison de la carte. Il s'est penché vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. L'odeur de son eau de Cologne chère se mélangeait à celle de la poussière et de la destruction. La partie est terminée, Éléonore. Tu as perdu. Maintenant, prends tes souvenirs et dégage de ma propriété. Il m'a poussé légèrement, juste assez pour que je perde l'équilibre et que je doive reculer d'un pas. Je suis restée là, au milieu des ruines de ma vie, le vent glacial fouettant mon visage, tenant dans ma main la preuve irréfutable que le monstre avait gagné. Je suis restée plantée là, au milieu du salon éventré, longtemps après qu'il soit parti. Le vent glacial s'engouffrait par l'ouverture béante, faisant claquer la bâche en plastique dans un bruit de tonnerre sec. Le papier dans ma main, cet avis d'expulsion, tremblait. Ce n'était pas à cause du vent, c'était moi. Chaque parcelle de mon corps vibrait d'une fureur si froide et si impuissante que ça ressemblait à des frissons de fièvre. J'ai regardé autour de moi, la poussière de plâtre qui recouvrait tout, les fils électriques qui pendèrent du plafond comme des veines arrachées. Il n'avait pas juste vendu la maison, il l'avait assassinée. Il l'avait vidée de son âme avant même que les bulldozers n'arrivent. Et moi, j'avais regardé, j'avais laissé faire, en jouant mon petit jeu stupide de femme brisée, pensant que j'étais plus intelligente que lui. Quelle idiote! Quelle pathétique, prévisible idiote! Le chemin du retour a été un brouillard. Je ne me souviens pas d'avoir marché jusqu'à l'arrêt de bus, ni d'être montée dedans. La seule chose que je voyais en boucle, c'était l'image des livres de mon père, leurs pages détrempées et boueuses, un cimetière de mots et de savoirs. Chaque livre était une partie de lui, et Olivier les avait jetés dans la gadoue comme des déchets. Mon reflet dans la vitre du bus me montrait une étrangère au visage blême et aux yeux vides. C'était elle, la femme qu'Olivier avait décrite à ma famille. La folle, l'incapable. Il avait gagné. Il avait tellement bien raconté son histoire qu'il m'avait forcé à la vivre pour de vrai. Je suis descendue à mon arrêt, je suis montée jusqu'à mon appartement, et j'ai refermé la porte sur un monde qui n'avait plus aucun sens. J'ai appelé Maître Dubois. Ma voix ne tremblait plus. Elle était plate, morte. Je lui ai lu l'avis d'expulsion puis le contrat de vente. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Un silence professionnel, mais je pouvais sentir la défaite dedans. Il m'a expliqué les options. On pouvait tenter une injonction pour bloquer la démolition, mais avec une vente légalement signée à un tiers, nos chances étaient sans mince. On pouvait le poursuivre pour la valeur de ma part, mais l'argent. Qu'est-ce que j'en avais à faire de l'argent? L'argent ne ramènerait pas la maison. L'argent n'effacerait pas l'image des livres de papa dans la boue. L'argent ne me rendrait pas ma vie. Chaque mot de mon avocat était un clou de plus dans le cercueil de mon espoir. La partie d'échecs était terminée. Il avait renversé l'échiquier et mis le feu aux pièces. Après avoir raccroché, je me suis assise par terre, au milieu du désordre calculé de mon appartement. La vaisselle sale dans l'évier, les vêtements en tas sur une chaise. Tout ça me semblait ridicule maintenant. Une mise en scène pour un public qui avait déjà quitté le théâtre. La douleur qui m'a frappée à ce moment-là était physique.
une vague brûlante qui est partie de ma poitrine et s'est répandue dans tout mon corps, me laissant sans souffle. J'ai replié mes genoux contre mon torse et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse. C'étaient des sanglots secs, déchirants, qui venaient d'un endroit si profond en moi que je ne savais même pas qu'il existait. C'était le son de quelqu'un qui a tout perdu. Pas seulement une maison, pas seulement de l'argent. J'avais perdu ma famille, mon passé, et pire que tout, j'avais perdu la croyance que j'étais assez forte pour me défendre. J'étais exactement ce qu'il avait toujours dit que j'étais. Faible. Je suis restée là pendant des heures, alors que la lumière du jour déclinait et que les ombres s'allongèrent dans la pièce. Le froid du plancher a commencé à m'engourdir. Et c'est dans ce vide, dans ce silence absolu de la défaite, que quelque chose a changé. Une pensée, petite et dure comme un caillou, a commencé à se former dans le brouillard de mon désespoir. Il allait s'en sortir. Il allait prendre l'argent de la vente, construire sa vie parfaite sur les ruines de la mienne, et tout le monde continuerait de le voir comme le fils en or qui avait dû gérer sa pauvre sœur folle. Il allait dormir la nuit, satisfait de lui-même. Il allait sourire, rire, vivre. Et cette pensée, cette simple image de son bonheur construit sur ma destruction, était plus insupportable que tout le reste. La douleur n'a pas disparu, mais elle s'est transformée. Elle s'est solidifiée, est devenue lourde et tranchante. Ce n'était plus une question de justice. La justice était morte avec la maison. C'était devenu autre chose. Je savais que quelqu'un allait devoir payer pour ça. Pas avec de l'argent, pas devant un juge. Payer pour de vrai. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, sur le plancher froid, à me laisser vider. Des heures, peut-être. Mais à un moment, le chagrin s'est tari. Il ne restait plus qu'un vide immense et glacé. C'est dans ce vide que la pensée a pris racine. Il allait gagner. Il allait s'en tirer. Lentement, en m'appuyant sur la table basse, je me suis relevée. Mes genoux ont craqué, mes muscles étaient endoloris, comme si j'avais été battue. Je suis allée dans la salle de bain et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Le visage qui me fixait était celui d'une naufragée. Des yeux cernés, des joues creuses, des cheveux en bataille. C'était le visage de la défaite. Et en le voyant, la rage est revenue. Pas la rage chaude et impuissante d'avant. C'était autre chose. Un courant électrique, froid et précis. J'ai ouvert le robinet et je me suis passé de l'eau glacée sur le visage, encore et encore, jusqu'à ce que ma peau me brûle et que le brouillard dans ma tête se dissipe. La femme brisée était morte sur le plancher de mon salon. Celle qui venait de se relever n'avait plus rien à perdre, et ça la rendait dangereusement lucide. La haine, quand elle est pure, c'est comme un carburant. Elle peut te détruire ou te donner une clarté que tu n'as jamais eue. Assise devant mon ordinateur, une tasse de café noir à la main, j'ai senti la transformation s'opérer. La partie d'échec légal était terminée. J'avais perdu. Très bien. Alors on allait changer de jeu. On allait jouer sur son terrain, celui de la manipulation, des secrets et des apparences. Mon avocat avait essayé de combattre le monstre avec des lois. Moi, j'allais le combattre avec ses propres faiblesses. Olivier avait une faiblesse, j'en étais sûre. Derrière sa façade de fils parfait, de businessman à succès, il devait y avoir une fissure. Une seule fissure. C'est tout ce dont j'avais besoin. Mon chagrin n'était plus un poids. C'était une armure. Ma prétendue folie n'était plus une prison. C'était mon camouflage. Il m'avait sous-estimé toute ma vie. C'était la seule erreur qu'il avait jamais faite, et ça allait lui coûter la sienne. J'ai commencé par le début. Le contrat de vente. Il y avait un nom, celui du promoteur, les Constructions Boréal Inc., dirigé par un certain Marc Thériault, un nom qui ne me disait rien. J'ai passé le reste de la nuit à éplucher tout ce que je pouvais trouver sur cet homme et sa compagnie. Ses projets immobiliers à Laval et sur la rive sud, ses photos sur les réseaux sociaux où il posait avec des politiciens locaux, son sourire de requin. Tout semblait normal, trop normal. C'était un homme d'affaires prospère qui venait de faire une bonne affaire en achetant un terrain de valeur à Outremont. Rien ne le liait à mon frère, du moins en apparence. J'ai failli abandonner, me disant que c'était une piste sans issue. Mais la petite voix de mon père, celle de l'enregistrement, résonnait dans ma tête. Il n'y a que lui-même qui l'aime vraiment. Olivier n'aurait jamais partagé un gâteau aussi gros sans y être forcé. Il y avait quelque chose. Je devais juste creuser plus profond. Et c'est au petit matin, alors que le ciel commençait à peine à pâlir, que je l'ai trouvé. Ce n'était pas sur un site de nouvelles ou un réseau social. C'était un petit article de blog, datant de près de 10 ans, enfoui dans les bas-fonds de Google. Le blog parlait des petits échecs entrepreneuriaux de la région de Montréal.
et il y avait un paragraphe sur une start-up technologique qui avait fait faillite de manière spectaculaire. Les deux cofondateurs, un jeune Olivier Bouchard, ambitieux et plein de promesses, et un certain Marc Thériault, déjà plus expérimenté dans le monde des affaires. L'article décrivait comment Thériault avait réussi à se retirer juste avant le crash, laissant Olivier seul pour faire face aux dettes et à l'humiliation publique. Tout le monde avait blâmé mon frère, le jeune loup aux dents trop longues. Mais en lisant entre les lignes, une autre histoire se dessinait. Une histoire de trahison. Une histoire de dette. Et soudain, tout est devenu clair. La vente de la maison n'était pas un investissement pour l'avenir d'Olivier. C'était le remboursement d'une vieille dette, une dette qu'il devait à l'homme qu'il avait déjà ruiné une fois. Mon frère n'était pas le chasseur dans cette histoire. Il n'était que l'appât. Et j'avais trouvé le vrai prédateur. La haine, c'est un drôle de moteur. Ça ne te réchauffe pas comme l'amour. Ça te brûle de l'intérieur, mais ça te donne une énergie folle. Une clarté presque terrifiante. Mon plan n'est pas né d'une longue réflexion, il est apparu d'un seul coup, complet et tranchant comme un éclat de verre. Je ne pouvais pas attaquer Olivier de front, il s'y attendrait. Et je ne pouvais pas attaquer Thériault légalement. Il était trop gros, trop bien protégé. Non, je devais les faire s'entre-détruire. Pour ça, il me fallait un levier. Et pour trouver ce levier, je devais m'approcher de Marc Thériault. Je devais devenir une personne qu'il voudrait garder près de lui, une personne inoffensive, utile. J'ai passé 2 jours à construire ma nouvelle identité. J'ai créé un nouveau portfolio de design graphique, plus corporatif, plus lisse. J'ai mis à jour mon profil LinkedIn avec des expériences inventées dans des agences qui avaient dû fermer. Je suis devenue une autre femme, une professionnelle ambitieuse et discrète. La chenille brisée était restée dans mon appartement. Dehors, un papillon aux ailes de fer commençait à prendre son envol. Ma porte d'entrée, c'était sa vanité. En fouillant sa vie publique, j'ai découvert qu'il était le président du conseil d'administration d'une fondation pour les enfants malades. C'était son vernis de respectabilité, l'endroit où il se faisait photographier en train de serrer des mains et de faire de gros chèques. Chaque année, ils organisaient un gala de financement, un événement mondain où tout le gratin de Montréal se montrait. J'ai appelé le bureau de la fondation. D'une voix claire et professionnelle, j'ai offert mes services de graphiste bénévolement pour concevoir les invitations et le programme du gala. C'était une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Une semaine plus tard, j'avais mon premier rendez-vous, non pas avec Thériault lui-même, mais avec la directrice de la fondation. Je me suis présentée dans un tailleur sobre, les cheveux tirés en un chignon impeccable. J'étais l'image même de la compétence silencieuse. J'ai décroché le contrat. La première serrure venait de sauter. Travailler pour la fondation me donnait un accès. Pas directement à Thériault, mais à son monde. Le bureau de la fondation était situé dans le même gratte-ciel que les constructions Boreal Inc., 2 étages plus bas. Je me suis arrangée pour travailler souvent tard le soir, quand les couloirs étaient plus calmes. Je suis devenue un visage familier pour les agents de sécurité. La bénévole dévouée qui ne comptait pas ses heures. C'est là que j'ai commencé à observer. Je prenais l'ascenseur avec ses employés, j'écoutais leurs conversations à la machine à café. J'ai appris les noms, les dynamiques de pouvoir, les tensions. Et un soir, alors que je sortais de l'ascenseur à mon étage, les portes se sont ouvertes à l'étage de Thériault. Je l'ai vu, au bout du couloir, en pleine discussion animée avec 2 hommes que je n'avais jamais vus. Il ne criait pas, mais son corps tout entier était une menace. Quand il a tourné la tête et que son regard a croisé le mien pendant une fraction de seconde, il n'y avait aucune reconnaissance. J'étais juste un meuble dans le décor. C'était parfait. Le danger était constant, un fil électrique tendu en permanence dans mon ventre. Chaque fois que je me connectais au réseau Wi-Fi du bâtiment, j'avais peur de laisser une trace. Chaque conversation anodine avec la directrice de la fondation était un test. Je devais être assez intéressante pour qu'on me garde, mais pas assez pour qu'on se pose des questions sur moi. Mon plus grand défi a été le jour où j'ai dû présenter les ébauches du programme du gala à Thériault en personne. On était dans une immense salle de conférence avec des murs en verre qui surplombèrent la ville. L'odeur de cuir neuf et de pouvoir était étouffante. Il a à peine regardé mon travail. Il parlait au téléphone, aboyant des ordres. Il m'a fait attendre 20 minutes en silence avant de finalement raccrocher et de me lancer un « C'est bien, continuez », en feuilletant les pages sans les voir. En sortant, mes mains étaient moites. Il ne m'avait pas reconnue, mais être dans la même pièce que lui, sentir la violence froide qui émanait de lui, m'a rappelé à quel point le jeu auquel je jouais était dangereux. La reviravolta est arrivée par hasard. Un vendredi soir, je travaillais très tard pour finaliser les plans de table pour le gala.
La directrice m'avait laissé sa clé pour que je puisse fermer le bureau en partant. J'étais seule dans tout l'étage. Vers 11 heures, j'ai entendu du bruit à l'étage du dessus. Des voix fortes, une dispute. Poussée par une impulsion que je ne pouvais contrôler, j'ai pris l'escalier de service. La porte de l'étage de Boreal Inc. était entr'ouverte. Je me suis approchée, le cœur battant à tout rompre. La voix que j'entendais était celle de Thériault, mais l'autre. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était Olivier. Il ne suppliait pas, il argumentait, il parlait de risques démesurés, de fonds intraçables, de garanties personnelles. Et c'est là que j'ai compris. Mon frère n'était pas son partenaire. Il n'était même pas juste son débiteur. Il était son pion, sa marionnette. Thériault l'utilisait pour quelque chose de bien plus gros et de bien plus sale que la simple vente d'une maison. Il le tenait par la gorge, et la maison de mes parents n'avait été que l'acompte. Je suis restée figée, cachée dans la cage d'escalier sombre et froide, écoutant les bribes de leur conversation. Thériault a ri, un son sec et méprisant. « Tu as signé, Olivier. Tu es aussi mouillé que moi maintenant. Alors tu vas faire exactement ce que je te dis. » Il y a eu un bruit sourd, comme si on avait frappé un poing sur un bureau. Puis le silence. Je savais que je devais partir, que chaque seconde passée ici était un risque insensé. Je me suis retournée pour redescendre, mais mon pied a heurté un seau de nettoyage en métal laissé par l'équipe d'entretien. Le bruit a résonné dans la cage d'escalier comme un coup de feu. Le silence dans le bureau s'est fait instantanément. J'ai entendu une voix, celle de Thériault, dire froidement « Il y a quelqu'un !» Mon sang s'est glacé. J'ai retenu ma respiration, priant pour qu'il pense que c'était juste le vent ou un bruit du bâtiment. J'ai entendu des pas lourds s'approcher de la porte de l'escalier. J'étais coincée. Il n'y avait nulle part où aller. La poignée de la porte a commencé à tourner lentement. Mon cœur a arrêté de battre. Le son de la poignée qui tourne a effacé tous les autres bruits du monde. J'étais un animal pris dans les phares d'une voiture. La porte s'est ouverte sur un rectangle de lumière crue qui a découpé la pénombre de la cage d'escalier. Un homme se tenait là, une silhouette large et imposante. Marc Thériault. Son visage était dans l'ombre, mais je sentais son regard me scanner, me disséquer. Derrière lui, j'ai vu l'épaule d'Olivier, tendue. Le temps s'est étiré et devenu épais comme de la mélasse. Ma gorge était si sèche que je n'aurais pas pu crier même si j'avais voulu. Il fallait que je bouge, que je dise quelque chose. La femme brisée. Il fallait qu'elle revienne, maintenant. J'ai levé les yeux vers lui. J'ai cligné des paupières comme une chouette surprise par la lumière du jour, et j'ai laissé mon visage se tordre en une expression de confusion totale. J'ai pris la voix la plus petite, la plus fragile que je pouvais trouver. « Excusez-moi. Je cherchais les toilettes. Je crois que je me suis perdue. » Le regard de Thériault n'a pas changé. C'était comme regarder des cailloux au fond d'un lac gelé. Il a jeté un coup d'œil à Olivier, un regard qui disait clairement « C'est quoi ça ?» Olivier s'est avancé dans la lumière. Quand il m'a vu, son visage est passé par une dizaine d'émotions en une seconde. La surprise, la suspicion, puis une colère froide et maîtrisée. Il a forcé un sourire, un rictus horrible. « Léo, qu'est-ce que tu fais là ?» Il s'est tourné vers Thériault. « C'est ma sœur. Elle n'est pas très bien. » Il a dit ça comme on s'excuse pour un chien qui vient de faire ses besoins sur le tapis. Thériault m'a dévisagé une seconde de plus, puis il a haussé les épaules, comme si je n'étais qu'un insecte insignifiant. Il a perdu tout intérêt. Il s'est retourné et est reparti dans le bureau. L'humiliation a été si forte qu'elle a chassé la peur. Olivier s'est approché de moi, m'a attrapé par le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair. « Rentre chez toi », a-t-il sifflé, sa voix basse et pleine de venin. Il m'a poussé vers les escaliers et a refermé la porte. Je suis redescendue dans le noir, en tremblant de partout, non plus de peur, mais de rage. Il m'avait encore utilisée, encore humiliée pour se protéger. Il venait de me donner la dernière arme dont j'avais besoin. Une fois retournée dans la sécurité silencieuse de mon appartement, le tremblement s'est arrêté. La peur avait laissé place à une certitude froide comme l'acier. J'avais failli tout perdre, mais j'avais gagné quelque chose d'inestimable. La confirmation. Leur secret. Fonds intraçables. Garantie personnelle. Ce n'était pas le langage d'un promoteur immobilier. C'était le langage de quelqu'un qui lave de l'argent sale. Et Olivier était son homme de paille, son fusible. Thériault le tenait,
et la maison de mes parents n'était qu'une petite partie du puzzle. Mon plan de vengeance venait de changer de dimension. Il ne s'agissait plus de récupérer une maison. Il s'agissait de mettre le feu à leur empire. Et pour ça, je n'avais pas besoin d'un avocat. J'avais besoin d'une allumette. Ma première attaque n'a pas été un coup de masse. Ça a été un murmure dans le vent, un poison invisible. J'ai passé une journée entière à construire mon arme. En utilisant un réseau Wi-Fi public dans un café loin de chez moi, j'ai créé une adresse courriel anonyme. L'adresse était simple, presque bureaucratique. Conformite. QC GuviProtonMail.com. Ça sonnait officiel, menaçant. Le message lui-même était un chef-d'œuvre de sous-entendu. Je ne l'ai pas envoyé à Olivier. Je l'ai envoyé directement à Marc Thériault. Le texte était court, délibérément vague. Objet. Vérification Boréal Inc. Dossier 734B. Monsieur Thériault, une analyse préliminaire de certaines transactions récentes liées à vos projets de développement a été initiée. Nous portons une attention particulière aux garanties personnelles et à l'origine de certains fonds d'investissement. Une discrétion totale est attendue de votre part. D'autres communications suivront. Pas de nom, pas de menace directe. Juste assez pour allumer un incendie de paranoïa dans sa tête. Le clic de la souris sur le bouton « Envoyer » a résonné dans le silence du café comme un coup de feu. La première fissure venait d'apparaître dans leur barrage. La réaction n'a pas tardé. 2 jours plus tard, j'étais au bureau de la Fondation, prétextant devoir ajuster les couleurs sur une épreuve d'imprimerie. C'était ma couverture pour être là, pour observer. Vers midi, j'ai vu Olivier traverser le lobby du rez-de-chaussée. Il marchait vite, le visage fermé, les épaules rentrées. Il ne ressemblait pas au fils en or. Il ressemblait à un homme qui marche vers l'échafaud. Je l'ai suivi des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'ascenseur qui montait vers les bureaux de Boreal Inc. J'ai attendu 1 heure, 2 heures. Puis, je l'ai vu redescendre. Il était blême. Il a traversé le lobby sans voir personne, le regard fixé dans le vide. Il tenait son téléphone à la main, ses doigts crispés dessus. J'imaginais la scène à l'étage. Thériault, froid et calculateur, lui posant des questions. « Tu as parlé à quelqu'un? Tu as fait une erreur? » Il ne le croyait plus. Mon courriel n'avait pas désigné de coupable. Alors Thériault, en bon prédateur, s'en était pris à la proie la plus faible de la meute. Mon frère. Je n'ai ressenti aucune pitié, juste la satisfaction glaciale d'un travail bien fait. Mais ce n'était pas assez. Semer la méfiance entre eux était une chose, mais je devais isoler Olivier complètement. Je devais le couper de tout son réseau de soutien, de cette famille qu'il avait toujours protégée et excusée. J'ai attendu 1 semaine, laissant la paranoïa de Thériault faire son œuvre et ronger les nerfs de mon frère. Puis, j'ai passé un appel. Pas à Olivier, à mon oncle Robert. Celui qui avait la plus grande gueule de la famille, celui dont la voix avait approuvé le plan d'Olivier avec le plus de conviction. Ma voix au téléphone était celle de la femme brisée, pleine de larmes et de confusion. Je lui ai raconté, entre 2 sanglots, une histoire à moitié vraie. Qu'Olivier était dans le trouble, qu'il avait des dettes, qu'il avait vendu la maison pour une fraction de sa valeur à un homme pas très recommandable. Je n'ai pas parlé d'argent sale, juste d'une mauvaise gestion, d'un désespoir qu'il nous avait caché. J'ai planté la graine du doute. Je ne comprends pas, mon oncle. Il disait que c'était pour me protéger, mais je crois qu'il est en danger. J'ai raccroché, sachant que le poison ferait son chemin. Le téléphone allait sonner chez mes tantes, chez mes cousins. L'image du fils parfait allait commencer à se fissurer. Le sol sous les pieds d'Olivier commençait à peine à trembler, mais je savais que bientôt, ce serait un tremblement de terre. Et j'attendrais, au milieu des décombres, le moment de notre confrontation finale. Il ne se doutait pas que la maison démolie n'était qu'une répétition. La vraie démolition, celle de sa vie, venait à peine de commencer. Le froid du mois de novembre s'infiltrait par les murs éventrés, un froid humide qui sentait la terre retournée et le béton brisé. Je l'avais fait venir ici, dans le squelette de notre maison. Un simple texto. Il faut qu'on parle. Seul. Il était venu, arrogant au début, certain de pouvoir encore me manipuler, me remettre dans ma boîte de petite sœur fragile. Il a commencé à crier dès qu'il est entré, sa voix se répercutant sur les montants de bois nus. Il m'accusait d'avoir parlé à la famille, d'avoir ruiné ses plans, d'être une folle ingrate qui ne comprenait pas les sacrifices qu'il avait faits. J'ai écouté son monologue, sans l'interrompre. Le calme en moi était une chose nouvelle, une chose lourde et solide comme une pierre.
Quand il a finalement manqué de souffle, ses accusations se terminant en un sifflement de frustration, j'ai levé les yeux vers lui. Je ne l'ai pas regardé tout de suite. Mon regard s'est posé sur le trou béant là où se trouvait la fenêtre du salon, celle qui donnait sur le jardin de maman. C'est par là que le vent entrait, glacial. C'est par là que la lumière grise du jour mourant nous éclairait. Puis j'ai tourné la tête vers lui. Olivier, le fils en or, le visage tordu par une fureur qui ne cachait qu'à moitié la panique en dessous. Il a fait un pas vers moi, menaçant. « Tu vas arrêter tes conneries, Léo. Maintenant. » J'ai lentement sorti ma main de la poche de mon manteau. Je ne tenais pas une arme, pas au sens où il l'entendait. Je tenais le petit enregistreur numérique de papa. Ses yeux se sont plissés. Il n'a pas compris tout de suite. Il a vu l'objet, a reconnu le vieux gadget de notre père, et un sourire méprisant est apparu sur ses lèvres. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Me faire écouter une autre de tes chansons tristes? » Je n'ai rien dit. J'ai simplement appuyé sur le bouton « Play ». Mais ce n'était pas la voix de notre père qui a rempli le silence glacial de la pièce. C'était la sienne. Sa voix, claire et nette, enregistrée une semaine plus tôt dans son bureau, alors qu'il parlait au téléphone avec Marc Thériault. J'avais piraté son ordinateur, activé son micro à distance. C'était la dernière pièce de mon plan, la plus risquée. Le son de sa voix, expliquant à Thériault comment il comptait faire disparaître une partie des fonds dans une société écran aux Bahamas, a figé l'air entre nous. J'ai vu la couleur quitter son visage. La compréhension, puis la terreur pure, ont remplacé l'arrogance dans ses yeux. Il a regardé l'enregistreur, puis moi, comme s'il me voyait pour la première fois. La petite sœur fragile, la folle, l'artiste dans les nuages, venait de le poignarder dans le dos avec la plus froide des précisions. Il a tendu la main pour attraper l'enregistreur, mais j'ai reculé d'un pas. Ma voix, quand j'ai parlé, était basse, sans émotion. Il y a 2 copies, Olivier. L'une est chez mon avocat. L'autre est programmée pour être envoyée à l'adresse courriel personnelle de la femme de Marc Thériault dans exactement 1 heure. Sauf si je l'annule. Le bluff de ma vie. Il n'y avait pas de courriel programmé, mais il ne pouvait pas le savoir. La sueur a perlé sur son front, malgré le froid. Il a commencé à bégayer, des supplications, des promesses, qu'il me rendrait l'argent, qu'on pouvait s'arranger. Les mots glissèrent sur moi. L'argent n'avait plus aucune importance. La maison non plus. C'était ce moment, ce regard de terreur absolue dans ses yeux, qui était ma récompense. C'était le prix de mon chagrin, de mon humiliation. « Tu as 30 secondes pour choisir », j'ai continué, mon ton aussi plat qu'un électrocardiogramme après la mort. « Soit je laisse l'enregistrement partir et Thériault s'occupe de toi. Tu sais mieux que moi ce qu'il fait aux gens qui le trahissent. Soit j'efface tout et en échange, tu signes ça. » J'ai sorti une liasse de papier de mon autre poche. Une confession complète, rédigée par Maître Dubois. Une confession qui détaillait non seulement la fraude sur la succession, mais aussi le blanchiment d'argent pour Thériault. Un document qui le liait à tout et qui me dégageait complètement. C'était son choix. La justice lente et incertaine des tribunaux ou la justice rapide et brutale de son partenaire criminel. Je lui avais enlevé toutes ses options, sauf une, choisir son propre bourreau. Il a regardé les papiers, puis mon visage, cherchant une trace de l'ancienne Léo, celle qu'il pouvait briser. Il n'y avait plus rien, juste du vide. Il a glissé le long du mur à moitié démoli, s'accroupissant au milieu des débris, la tête entre les mains. Le son qui est sorti de sa gorge n'était pas un cri. C'était le son d'un homme qui se noie, un râle sec et déchirant. Il a pris les papiers, sa main tremblait si fort qu'il a failli les déchirer. Il a signé sans même les lire. Son nom, autrefois un symbole de son pouvoir, n'était plus qu'un gribouillis désespéré au bas de la page. J'ai repris les documents, j'ai arrêté l'enregistrement et j'ai rangé l'appareil dans ma poche. Je l'ai regardé une dernière fois, une loque humaine recroquevillée dans la poussière de la maison qu'il avait détruite. Il ne pleurait même pas. Il était au-delà des larmes. Il était anéanti. J'ai pensé lui dire quelque chose, une dernière phrase cinglante, une morale à cette histoire sordide. Mais il n'y avait rien à dire. Le silence était plus cruel que n'importe quel mot. Je me suis retournée et je suis sortie, marchant sur les débris de notre enfance, sans un regard en arrière. Le vent froid a frappé mon visage, mais pour la première fois depuis des mois, je ne le sentais plus. Je n'étais ni triste, ni heureuse. J'étais juste vide. Mais c'était un vide propre, un vide qui m'appartenait. J'ai laissé le monstre seul avec ses ruines.
La déconstruction était terminée. Je n'ai pas couru en sortant. Je n'ai pas pleuré. J'ai marché, tout simplement, le dos droit, un pas après l'autre sur le trottoir fissuré. Le vent me fouettait le visage. Mais je ne sentais rien. La haine, ça te garde au chaud. C'est un feu qui brûle tout, la tristesse, la peur, le doute. Mais quand le feu s'éteint, quand il ne reste plus rien à brûler, le froid qui s'installe est pire qu'avant. C'est un froid qui vient de l'intérieur, un vide absolu. J'avais gagné. J'avais repris le contrôle. Mais la victoire n'avait aucun goût. C'était juste du silence. Le silence d'un champ de bataille après le dernier coup de feu. Dans ma poche, la confession signée d'Olivier était un poids mort. Ce n'était pas un trophée, c'était une pierre tombale. La pierre tombale de notre famille. Je pensais à mon oncle Robert, à ma tante Hélène. En leur montrant ce papier, je leur prouverais que j'avais raison, que j'étais saine d'esprit. Mais à quoi bon? Je ne ferais que remplacer leur pitié par de la honte. Je détruirais leur souvenir d'Olivier, le fils en or, pour ne leur laisser que l'image d'un monstre. Et moi, dans cette histoire, je serais quoi? La justicière? Non, je serais celle qui a tout fait exploser. Celle qui a choisi la guerre plutôt que le pardon. J'avais gagné contre mon frère, mais j'avais perdu tout le reste. J'étais seule. Plus seule que je ne l'avais jamais été, même dans les pires moments de mon deuil. En rentrant dans mon appartement, le désordre que j'avais si soigneusement entretenu m'a semblé pathétique. C'était le costume d'une autre femme, une femme que je n'étais plus. Je n'étais plus la victime brisée, mais je n'étais pas non plus la personne que j'étais avant. La vieille Éléonore, celle qui aimait l'ordre et la tranquillité, était morte en même temps que mes parents. La femme qui se tenait maintenant au milieu de son salon était quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus dur, de plus froid. Quelqu'un qui avait appris le langage de la manipulation et de la cruauté pour survivre. J'avais regardé dans les yeux du monstre, et pour le vaincre, j'avais dû lui ressembler. J'avais récupéré ma maison, ou du moins ce qu'il en restait. Mais qu'est-ce que j'avais perdu en échange? En regardant mon reflet dans la fenêtre sombre, je n'ai pas reconnu la personne qui me fixait. Et j'ai compris que le vrai prix de la vengeance, ce n'était pas ce que l'on détruisait chez l'autre, mais ce que l'on tuait en soi. Les papiers signés par Olivier sont restés sur la table de ma cuisine pendant 3 jours, un petit tas de blancheur toxique au milieu du désordre. C'était la preuve de tout. Ma victoire, ma justification. Je pouvais appeler mon avocat, détruire ce qui restait de sa vie, me venger devant tout le monde. Mais le feu de la vengeance, une fois qu'il a tout brûlé, ne laisse que des cendres froides. Il n'y avait plus de chaleur en moi, plus de haine pour me tenir debout. Juste un vide immense. Le 3e soir, j'ai pris les feuilles. Je ne les ai pas déchirées. Je les ai emmenées dans le petit évier en métal de ma cuisine. J'ai allumé un coin de la première page avec un briquet. La flamme a grimpé lentement, mangeant l'encre, transformant les mensonges et les vérités en une fumée noire qui sentait l'amertume. J'ai regardé jusqu'à ce que la dernière lettre de son nom disparaisse. Le lendemain, je suis retournée à la maison, ou ce qu'il en restait. La carcasse se tenait sous un ciel gris, silencieuse et ouverte. Je suis entrée et je me suis assise sur le plancher couvert de poussière, là où était le fauteuil de ma mère. Je n'étais plus un fantôme dans ma propre histoire. J'étais la propriétaire des ruines. Les gens me demandent si je vais reconstruire, si je vais vendre et partir loin. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je reste juste là, au milieu des débris, à écouter le vent qui siffle à travers les murs brisés. Le silence n'est plus lourd du chagrin des autres ou de la pitié qu'on avait pour moi. Il est vide. Et le vide, c'est un espace qu'on peut commencer à remplir, à sa façon. Il a fallu tout déconstruire pour que je puisse enfin posséder mon propre silence.